Vendredi 15 mars 2024, le forfait de Marvin Vettori, la revanche entre Masvidal et Diaz en boxe anglaise cette fois. On parlera bien sûr de toutes les actualités majeures du jour. C'est le moment MMA, soyez tous les bienvenus. Hey man, how the hell you doing? I've been just fine living life with the noose and in my mind, all I hear is music. Watching your mouth move, damn you look stupid. I feel like everyone's a stranger. Small talk with your narcissist. Et c'est tombé hier en fin de journée, Marvin Vettori est out de son combat contre Brendan Allen qui devait arriver très prochainement. Il a aussi fait le point, Marvin Vettori, sur la catégorie des poids moyens actuellement à l'UFC. Il pense par exemple que Jared Cannonier mériterait d'avoir sa chance pour le titre, mais qu'il ne se vend pas assez. C'est pour ça que sa chance ne lui a pas été redonnée. Je rappelle qu'il avait déjà combattu contre Israel Adesanya, que le combat n'avait pas été super à suivre. Donc on espère pour lui qu'il ait bientôt une nouvelle chance. Concernant Israel Adesanya, justement, Vettori forcément voudrait bien l'affronter, il cracherait pas dessus, il a déjà perdu 2 fois face à lui, je pense qu'il a envie d'aller chercher cette victoire, mais il pense qu'à l'heure actuelle, Adesanya ne bat personne dans le top 3 ou top 4 de la catégorie, les choses évoluent beaucoup trop vite, surtout pour ce qui est du grappling, et tu peux pas être hors du game comme ça pendant un certain temps, et puis revenir et penser que tu as encore le niveau. Bon, ça concerne que lui, on verra le jour du retour d'Adesanya. Et puis il pense aussi que le concernant lui, il pense que la ceinture peut venir très rapidement. Il dit regarde Strickland, il a été propulsé jusqu'à la ceinture, ça peut très bien m'arriver à moi aussi, j'ai une nouvelle équipe maintenant, je vais être un nouveau combattant. Il s'entraîne à l'American Top Team, avec notamment Johnny Elben, champion du Bellator et maintenant champion du PFL puisqu'il a remporté son combat il y a quelques semaines maintenant. Son adversaire, celui qui devait être son adversaire, Brendan Allen, a expliqué lui que ce combat aurait pu se passer à l'UFC 300, mais apparemment l'UFC voulait que ça ait lieu en main event. Alors vous vous doutez bien qu'on n'allait pas avoir Brendan Allen contre Marvin Vettori en main event de l'UFC 300. Et puis il est aussi revenu sur la petite brouille qu'ils ont tous les deux. Et voilà, il explique Brendan Allen qu'il était un jour au Performance Institute en train de manger avec Chris Curtis et Sean Strickland, et que Vettori est arrivé et puis il lui a dit ouais, qu'est-ce que tu fais à manger avec ces deux gars-là, ces deux gars qui t'ont mis KO. Bon, il a essayé un petit peu de le chercher, et puis voilà, c'est de là qu'est partie l'embrouille. Moi, je suis pas du genre à faire du drama, je suis pas du genre à embrouiller personne, mais Marvin Vettori, il aime bien créer des histoires, puis ensuite se faire passer pour la victime. Bon voilà, ils ont essayé de construire un peu pour vendre leur combat là-dessus. Je sais pas si le combat sera rebooké un jour ou si on va trouver un nouvel adversaire à Allen. Moi, j'espère qu'on va lui trouver un nouvel adversaire, il est en plein camp d'entraînement, l'échéance commençait à approcher. Donc j'ai vraiment envie de le voir rentrer dans la cage très prochainement. Et puis concernant ce combat, s'il avait lieu, il s'estimait totalement au-dessus techniquement. Il pensait aussi que la seule chance de Vettori était de le toucher sur un lucky punch, alors que lui pouvait très bien le toucher debout et après l'amener au sol. Il savait que Vettori n'avait jamais été fini dans sa carrière, mais il comptait bien changer les choses. On a Renato Moicano aussi qui expliquait qu'à la base il voulait un combat contre Dan Hooker. Je rappelle qu'il va combattre à l'UFC 300 contre Jalin Turner. Il dit ouais, c'est en pour parler, moi j'avais accepté, on m'avait jamais envoyé de contrat. Il s'entraîne aussi, lui aussi, à l'American Top Team. Il est très heureux d'avoir de très bons sparring partners. Et puis dans tous les cas, il était parti pour aider Tsarukyan dans sa préparation contre Oliveira. Donc il était plus ou moins en camp d'entraînement, il était en tout cas très actif. Donc cette chance contre Jalin Turner lui fait forcément beaucoup de bien. On a justement Tsarukyan qui a confirmé, Dana White lui a dit que s'il remportait son combat contre Oliveira, c'était le combat pour le titre ensuite, ça faisait aucun doute, il a donc entièrement confiance en Dana White. Il ne sous-estime pas Charles Oliveira, il est convaincu qu'il est un combattant beaucoup plus complet, mais forcément il se méfie beaucoup du JJB du Brésilien qui est redoutable dans ce domaine. Il le dit d'ailleurs, il dit ouais je suis meilleur que lui partout, et après il se reprend, il dit ouais non, bon c'est vrai pour le JJB il est au-dessus de moi, mais moi je veux le mettre KO, même si je trouve qu'une soumission ce serait énorme. C'est vrai que soumettre Charles Oliveira, ça fait toujours très plaisir aux combattants, et c'est pas impossible, on l'a déjà vu notamment contre Makhachev, mais déjà avant dans sa carrière, s'incliner par soumission. Concernant Sean O'Malley, il a déclaré que son pied allait mieux, on l'avait vu quitter la cage avec une sorte de botte, il boitait, il avait dit de base c'était pas grand chose, vous inquiétez pas, c'est juste parce que j'ai frappé avec mon pied, c'est le pied duquel j'ai été opéré, donc c'est normal. Bon apparemment ça va déjà beaucoup mieux. Il a expliqué que le coup au foie qu'il a pris à la fin du combat contre Vera était très puissant, il aurait pas fallu le prendre avant, mais il dit voilà, là j'ai serré les dents, c'était la fin du round, ça a pu passer. Et concernant sa préparation au combat, il dit moi je suis arrivé très en avance à la salle et je me suis mis dans le noir, j'ai fait des respirations profondes, j'ai fait de la méditation et j'ai commencé à m'échauffer environ 1 heure avant le combat. Et puis concernant son fight IQ, il dit ouais mon fight IQ ne fait que de s'accroître, je suis un vétéran maintenant, j'ai beaucoup de combats en amateur et en professionnel et je sens que je suis de plus en plus à l'aise dans la cage, je suis très expérimenté. Et puis on parle beaucoup de lui pour faire un combat de boxe contre Garcia ou contre je ne sais qui. Et puis il a dit ouais mais moi peut-être que ce que je vais faire c'est que je vais griller les étapes et je vais tout de suite aller affronter Mayweather. Donc là forcément c'est le côté business qui parle, c'est le côté que j'aime pas vraiment. Déjà le voir aller en boxe anglaise,
je vois pas vraiment l'intérêt, que ce soit contre Davis ou contre Garcia, hein, mais surtout si c'est pour aller prendre Floyd Mayweather, là je pense qu'on va me perdre dans cette histoire. Sinon, dans les nouvelles, on a Ned Diaz et Masvidal qui vont s'affronter. Ça va se passer le 10 juin, ça va être en 10 rounds, ça va être en boxe anglaise, catégorie des poids lourds légers. Et ça va être organisé par Fanmio Pay-Per-View. Alors, c'est ceux qui ont aussi fait la promotion de Mayweather contre Logan Paul en 2021. Honnêtement, je connais pas trop. J'avais regardé le combat rapidement. Mais bon, c'est pas une organisation que je connais vraiment. Et le pay-per-view, ça va être à 49$ si vous l'achetez très prochainement. Mais sinon, à partir du 12 avril, ça va être à 80$. Donc franchement, je sais pas qui va aller acheter un pay-per-view à 80$ pour voir Ned Diaz contre Masvidal. Surtout que je pense que ça va être les têtes d'affiche de la soirée. Je sais pas s'il va y avoir des gros noms avant eux ou peut-être après eux. Moi, je pense que ça va être le main event. Mais 80$ pour voir deux retraités de l'UFC, honnêtement, je sais pas si ça va être une affaire qui va rouler. Puisqu'on est un peu dans la boxe anglaise, on y reste avec Darren Till, et il explique qu'il y a des grosses négociations pour un combat entre lui et Mike Perry, et il pense que ce combat s'arrêterait dès le premier round parce qu'il se voit capable de mettre KO Perry au premier round. Alors c'est vrai qu'il frappe fort Darren Till, hein, mais honnêtement, dernièrement, de ce qu'on a vu de lui, de ce qu'on a vu de Perry, dans un combat de boxe anglaise, alors je sais pas s'il y aura les gants, pas de gants, si ce sera du bare knuckle ou pas, mais ça craint un peu pour lui quand même, surtout s'il n'y a pas de gants. Il a aussi dit qu'il reviendrait à l'UFC un jour, que les choses n'en étaient pas terminées, et qu'il aimerait réintégrer la Big League dans les années à venir. Sean Strickland, lui, il ressort un petit peu du bois sur Twitter. Il explique qu'il comprend pas pourquoi Israel Adesanya a eu le droit à son rematch contre Pereira alors qu'il avait pris un KO et que lui, il a perdu une décision très très serrée contre Dricus du Plessis et qu'il a toujours pas eu sa revanche. Écoutez, Sean Strickland n'a pas un nom aussi gros que Israel Adesanya. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, Chito Vera s'est fait cambrioler dans la nuit de samedi dernier. Quand il était en train de combattre contre O'Malley, sa maison s'est fait cambrioler. Donc c'est le coup de pas de chance. On sait que ça arrive beaucoup aux joueurs de foot chez nous. Aux États-Unis, je pensais que c'était un peu plus compliqué, mais écoutez, il y en a qui ont réussi. Je vous disais dans l'épisode de mercredi que Mark Coleman était à l'hôpital, hein, il avait sauvé ses parents d'une maison en feu, alors ça fait scénario de film mais c'est la vérité, et il avait inhalé beaucoup de fumée, il s'était donc retrouvé intubé et pas entubé, désolé, j'étais ailleurs quand j'ai fait l'émission, et il était sous aide respiratoire. C'est bon, il s'en est sorti, il respire par lui-même, il a pu voir ses enfants, sa femme, etc. Donc petit coup de frayeur pour lui. Et puis on a, vous savez, Dustin Poirier avec sa guillotine sautée, tout le monde ne parle que de ça depuis lundi, et dans une interview en rigolant, il a dit « Ouais, je les passe tout le temps à l'entraînement, je l'ai jamais passé en combat, mais je pense que je peux la passer à Islam Makhachev. » Et Makhachev, dans son interview justement dont je vous parlais tout à l'heure, il a dit « Ouais, je me méfie de Poirier, il a une très bonne guillotine. » Et du coup, on a Dustin Poirier qui nous tweet ça sur les réseaux sociaux, bon, ça m'a fait sourire. Et puis on a Mohamed Mokaev qui explique qu'il aimerait bien combattre un jour à Paris dans sa carrière. Alors plus il se rapproche du titre, moins j'y crois, parce qu'on n'a pas de Français dans cette catégorie. On aurait un Français classé tout là-haut, on pourrait faire un super combat à Paris. C'est un très bon combattant, Mokaev, ça ferait une belle carte, mais j'y crois très moyennement. Et puis enfin on a Jared Gordon et Nasrat Akparat qui vont s'affronter à l'UFC Arabie Saoudite le 22 juin, donc à Riyad. Écoutez, on passe tout de suite à la Minute Auditeur. Et je commence avec Narcosan qui me dit « J'espère que Bonical va aller loin. Il a fait un petit combat de grappling contre Gordon Ryan. Allez le voir, c'est vraiment le top niveau. » Donc écoutez, ceux qui veulent aller voir, hein, forcément Bonical, très très gros lutteur. Ryan, on sait, hein, Gordon Ryan, que niveau grappling, c'est l'élite. Donc ça donne quelque chose de très joli. On a Jinko d'Autriche qui me dit « Pour Abdul, s'il termine son année 2024 avec que des succès, je le verrai bien ensuite intégrer le tournoi 2025 lightweight ou welterweight du PFL Europe, histoire qu'il se fasse réellement connaître par la ligue. » C'est pas faux, pour l'instant on a l'impression que c'est un combattant parmi tant d'autres. Hein. Car entre les signatures des mecs du Bellator qui intègrent les différents 1 million Grand Prix PFL et les projecteurs qui ne sont mis que sur Cédric Doumbé, ça semble difficile pour le Lazy King d'arriver à se démarquer, à moins qu'il n'affronte le fameux kickboxer cité plus haut. Ah bah le coup de pub il serait énorme pour lui d'affronter Cédric Doumbé, mais c'est vrai que pour l'instant, nous en France on en parle, mais je pense que dans le monde, hein, les spectateurs à l'international ne parlent pas trop d'Abdul. Toujours Jinko d'Autriche qui me dit pour ma vidéo d'hier, hein, présentation de second couteau entre guillemets burné qui permettent aux champions d'atteindre le prestige. C'est surtout ça la réalité du sport. Et ouais, je suis entièrement d'accord. Le gars dont je vous ai parlé hier là, Olobo, malheureusement, il y a des moments où on va le mettre contre des jeunes en train de monter et il va un peu servir, il va servir à hyper, comme on dit, les grosses têtes. Hein. Quand tu as une superstar qui arrive, comme O'Malley, quand il est monté, il n'a pas eu de combat facile, je dirais, mais on lui a quand même mis des gars pour faire en sorte qu'il arrive un peu plus rapidement au sommet. Mais c'est normal, hein, l'UFC fait ça pour construire ses combattants. On va pas mettre tout de suite un top fighter à un jeune prospect qui arrive.
c'est les règles du jeu, mais je vois très très bien ce que tu veux dire. Et puis enfin, on finit avec Gérald Millet qui me dit: j'avais regardé la dernière saison du Tough et j'étais mort de voir tous les combattants de McGregor partir les uns après les autres. En même temps, ça se voyait qu'il n'était pas aussi investi que Chandler pour coacher son équipe. Et ouais, pareil, le combattant dont je vous parlais hier, il est arrivé à l'UFC par le Tough, en tout cas la 3e fois où il a signé à l'UFC, et c'était la team McGregor contre la team Chandler, et la team McGregor s'est fait exploser. Je crois qu'ils ont fait une seule victoire dans tout le tournoi. Mais c'est vrai que Chandler, il était ultra investi, tu le voyais, il arrivait en tenue de sport, il coachait les mecs. McGregor, il arrivait avec son costume, etc. C'était, voilà, c'était pas pareil, même si bien sûr, hein, les mecs, ils sont dans l'émission de télé pendant seulement quelques semaines, ça change pas leur carrière, là, ça change pas leur façon de s'entraîner, vraiment. Tu fais pas un bon combattant, si le mec arrive et qu'il est nul, il ne deviendra pas bon en quelques semaines. Mais c'est vrai que là, au moins, on a vu, quand t'es investi, ça peut payer. Et j'ai oublié de vous en parler, mais William Gomis va être de retour dans la cage à l'UFC 301 le 4 mai contre Jean Silva. Écoutez, si vous avez aimé l'émission, c'était rapide, mais vous le savez, c'était une semaine un peu particulière. On se retrouve la semaine prochaine, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Pour le jeu du pari, hein, notre petit défi pari, moi je pense que je vais quand même tenter d'y aller avec Tuivasa, voilà, je l'aime bien. C'est la loi des séries, hein, je vous l'ai dit cette semaine, il en gagne 3, il en perd 3, il en gagne 4, il en perd 4. C'est peut-être le moment pour lui de se refaire. Tibura, c'est pas n'importe qui en face, mais je pense que c'est un mec qui est quand même prenable. Donc j'y vais avec lui, dites-moi ce que vous en pensez, et on se retrouve la semaine prochaine, salut!